Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, nous sommes au Grand Palais et nous sommes au Forum Bois Construction 2025. Avec mes deux invités, j'ai la chance d'avoir deux invités avec qui nous allons parler de la flèche de Notre-Dame et surtout des épures de cette flèche, et on va voir la manière dont ils ont travaillé ensemble pour reconstruire, repenser cette flèche. Avec moi pour en parler, Patrick Jouenne, bonjour, avec le micro. Bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes compagnon charpentier, vous êtes meilleur ouvrier de France et vous êtes gâcheur de la flèche et vous représentez aujourd'hui le groupement. Alors parlez-moi du groupement et dites-moi après ce que c'est qu'un gâcheur de la flèche. Alors, le groupement il est composé de 4 entreprises. Donc le mandataire, c'était Le Bras Frères. Et il était composé aussi de Cruère Charpente en Mayenne, Les Métiers du Bois de Caen et Charpente Asselin. Voilà. Et c'est donc les 4 entreprises. Vous en avez peut-être oublié un. Tu peux parler de ceux qui ont fait l'escalier. Ah oui, en plus on avait un sous-traitant qui a fait l'escalier, Aubert-Labança, dans la Manche. Voilà. Et donc les 4 premières entreprises que vous avez citées, c'est la flèche. C'est ça. À côté, un gâcheur, c'est quoi? Un gâcheur, c'est le responsable du chantier, le responsable des épures, qui est là pour parfaire au bon déroulement du chantier, pour arriver du tracé au sol ou à tabac dessin. Ce dont on va parler, donc voilà. Les épures, c'est ça? Jusqu'au travail final, le levage de la croix, voilà, tout en haut. Voilà, vous avez suivi tout le déroulé, tout le cheminement. À côté de vous, monsieur François Auger. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors je dois dire, architecte du patrimoine en premier ou compagnon charpentier en premier? Qu'est-ce que vous préférez? Ou les trois, les deux en même temps? Si c'est dans l'ordre chronologique de mon parcours, c'est d'abord compagnon charpentier, après meilleur ouvrier de France, que tu es aussi, mon cher. C'est bien ça. Et ensuite, architecte du patrimoine, avec effectivement des antécédents de charpentier qui m'ont amené à travailler sur Notre-Dame. À travailler sur Notre-Dame. On va parler des épures aujourd'hui. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une épure. Donc avant même de parler de celle de la flèche, qui veut me dire ce qu'est une épure? Donc en fait, si vous voulez, à un moment donné, le charpentier, il a dû, comme d'autres métiers, comme les tailleurs de pierre, inventer des principes de tracé, la géométrie descriptive. Donc en fait, le trait de charpente, c'est de la géométrie descriptive appropriée aux besoins du charpentier. Et donc, de siècle en siècle, le charpentier a fait évoluer ses techniques de géométrie descriptive, l'art du trait de charpente, de manière à satisfaire les besoins qu'il avait pour arriver dans une flèche, par exemple, à avoir les longueurs précises et chaque coupe de bois de manière à ce que ça puisse s'assembler parfaitement. Ça veut dire que vous tracez systématiquement, quelle que soit la charpente, vous la tracez d'abord systématiquement. C'est ça? Ah oui, déjà on la trace déjà à l'échelle sur un plan. Et après, ce plan, il est reproduit à l'échelle 1 au sol pour pouvoir positionner les pièces de bois les unes par-dessus les autres, pour pouvoir les tracer, tracer les pièces par rapport aux défauts ou adapter les pièces par rapport à l'autre. Et faire un ensemble. Ça vous permet, avant d'assembler la charpente, de voir si les pièces que vous avez taillées sont bien taillées. Est-ce que j'ai une bêtise? C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. L'épure, elle sert à positionner les pièces pour qu'elles soient adaptées au chantier final. Donc après, si vous voulez, l'épure, au-delà d'un tracé simple qui correspondrait avec les pentes d'une toiture, après, quand on arrive à un ouvrage complexe, on a plusieurs plans associés au principe de la géométrie descriptive qui doivent être maîtrisés parce qu'à un moment donné, on a un plan dans une orientation verticale, un autre de nouveau, et ensuite plusieurs autres plans de niveau. Et toutes ces pièces de bois doivent évidemment correspondre parfaitement dans cette espèce de complexité en volume 3D, quoi. Vous êtes d'accord? Complètement d'accord. On va aller tout à l'heure dans le descriptif, mais je voudrais savoir quel rôle vous avez. On a vu que vous étiez le gâcheur, c'est ça, hein? Et vous, votre rôle, François, qu'est-ce que c'était?
On m'a sollicité par rapport aux antécédents, comme mes antécédents de charpentier, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, j'étais expert charpente, expert bois, expert charpente au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, dès le début, on a analysé les vestiges, on a fait des études comparatives des différentes flèches du 19e. Alors, c'est ce qu'on a sous les yeux. Vous nous avez apporté des photos, des plans, des choses très intéressantes. Ce que je vais vous demander, on va les passer. Donc, on a la première image et je vais vous demander à tous les deux de nous les commenter. Allons-y. Ça, c'est des différentes flèches qu'on peut avoir au 19e siècle, c'est ça? Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, dans un principe, avant de rentrer bille en tête à l'analyse de la flèche de Notre-Dame, on s'est intéressé aux autres flèches qu'avait conçues aussi l'entreprise Bellu et d'autres flèches du 19e comme celle de droite. Qui est l'entreprise Bellu, pour ceux qui ne sauraient pas? L'entreprise Bellu, c'est l'entreprise qui a réalisé la flèche de Notre-Dame de Paris au 19e siècle, je pense en étroite complicité avec l'architecte Viollet-le-Duc, parce que vu la complexité de cette flèche, c'était forcément un travail de l'architecte et du maître charpentier. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous êtes allé voir comment ça fonctionnait en fait. Il fallait d'abord comprendre un petit peu comment travaillaient ces gens-là au 19e. Oui, donc en analysant une flèche, en fait, si vous voulez, nous, en tant que charpentier et puis architecte du patrimoine, tous les deux, on a le même regard. Hein. C'est-à-dire que on est capable de lire et de comprendre la complexité de différentes flèches quand on l'a devant nous. Et donc, donnez-moi un exemple avec l'une de ces flèches. En tout cas, on a pu découvrir la grande maîtrise de cette entreprise Bellu comparativement à d'autres ouvrages, aussi bien en termes de traits et donc d'épure, parce que les assemblages correspondaient parfaitement. Une bonne maîtrise aussi de la conception, de la structure, du squelette, parce que ces flèches ne se sont jamais déformées. Donc, une bonne interprétation du squelette pour ça. Et après, Patrick aussi, on a fait... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous voyez là? Alors, moi, j'ai été visiter surtout la flèche d'Orléans, parce qu'elle avait été faite par l'entreprise Bellu, un an avant celle de Notre-Dame. Il y avait beaucoup de similitudes, c'est celle qu'on voit au milieu. C'est celle-ci? Celle qui est au milieu. Voilà, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai pu aller voir les assemblages. Moi, j'avais jamais été dans la flèche de Notre-Dame avant qu'elle brûle, donc j'avais que des photos. Donc là, en allant voir la charpente d'Orléans, j'avais des assemblages qui étaient similaires à ceux qui étaient déjà à Notre-Dame. Donc ça permettait de voir comment ils avaient procédé pour le levage, parce que tout est pensé. Le métier de charpentier, on n'improvise jamais. Tout est pensé en amont. Tout est pensé en amont, donc on pense aussi le levage. C'est primordial. On va voir l'image suivante que vous nous avez apportée. Et là, de quoi s'agit-il alors? Donc nous, comme si vous voulez, les charpentes de Notre-Dame, c'est un assemblage de plusieurs types de charpentes, la nef, le chœur, les transepts et la flèche. Donc la flèche était montée en premier, elle était le tuteur. Mais en attendant, ce qu'on a pu observer en analysant les différents plans, c'est qu'il y avait des lignes directrices d'épure. Et je pense que Viollet-le-Duc et peut-être Bellu aussi ont compris ça, parce qu'ils ont adapté les charpentes des transepts qui étaient 19e dans les mêmes lignes directrices d'épure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quelque chose de fait très cohérent, parce que les lignes génératrices d'épure, même si c'était des charpentes 12e, les charpentes 19e du transept ont respecté ces lignes d'épure. Donc ça permet d'avoir une greffe de ces nouvelles charpentes et une bonne cohésion. Une bonne cohésion. C'est-à-dire qu'ils ont étudié ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs pour pouvoir travailler l'épure de la flèche. Du transept particulièrement. Du transept. Voilà. Parce que là, c'est pas la flèche, là, on est d'accord. Non, mais en fait, ce sont toutes les charpentes qui gravitent autour de la flèche qui a été construite après. Mais il y a eu nécessairement une obligation de comprendre ça, parce que même la flèche, elle est obligée d'avoir des interactions avec toutes ces charpentes. Vous avez quelque chose à ajouter sur Non, à part que cette ferme-ci, là, c'est une des fermes périphériques qui est autour de la flèche. Alors, on va aller voir l'image suivante. Là, on a l'ampleur des dégâts, si j'ose dire.
Oui, alors de toute façon, si vous voulez, on a eu, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la chance d'avoir un ouvrage très bien documenté, c'est-à-dire avec beaucoup de ressources, photos, archives, croquis et textes écrits, tout ça. Mais en ayant repris tous ces éléments, il y avait parfois des petites choses qui nous manquaient. Et on a pu, en analysant chaque pièce de bois, les assemblages, etc., trouver les petites choses, les petites informations qui nous manquaient. Donc c'était vraiment une recherche complémentaire pour affiner, pour être plus précis possible, pour restituer l'ouvrage à l'identique. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non, parce que nous, on est arrivé après que les architectes aient fait un beau cahier de croquis avec les assemblages. Donc nous, on est arrivé après. Donc on avait à suivre ce qu'ils avaient préconisé. Et là, donc, on arrive sur les épures de la flèche, c'est ça, et du transept, et des transepts. Oui, alors ça, on a été très impressionnés de voir ces documents à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et donc Jean-Charles Forgeret, qui est le responsable des archives, nous a sorti les premiers cartons de plans de Viollet-le-Duc. Et dans ces cartons de plans, il y avait ces plans-là. Et moi, rapidement, je lui ai dit, ça, c'est pas des plans d'architecte, ce sont les plans d'exécution du charpentier. Parce qu'on a tout un tas de petites indications qui sont propres au langage du charpentier. Et c'est pas un plan qui est fait pour être joli, c'est un plan qui est fait pour donner toutes les informations, pour tracer toutes ces choses. Oui. Voilà, on voit dans la flèche, surtout dans l'aiguille, on voit que les pièces sont toutes coniques. Le charpentier il avait été précis jusqu'au bout, il avait donné les sections, ça nous a été d'une grande utilité. Très grande utilité. Et là, on était sur une épure de maquette, c'est ça? Ou on était sur l'épure de la flèche? Non, c'est l'épure de la flèche, en fait. L'épure de la flèche. Donc chaque plan, c'était comme un élément de puzzle qu'il a fallu assembler, d'une certaine manière, en termes de dessin. Et petit à petit, comme on a tout redessiné, on a pu voir la correspondance de chaque épure. Et la maquette qu'on voit à gauche, c'est une maquette qui correspond à quelques petites différences à ce qu'était la flèche avant qu'elle brûle. D'accord. Alors maintenant, on utilise des moyens informatiques pour dessiner la flèche en 3D, si on veut. C'est parlant à notre époque. Mais à l'époque, ils n'avaient pas d'informatique, mais ils savaient faire des maquettes. Ils savaient faire des maquettes, et ça, ils s'en servaient aussi pour présenter à l'atelier. J'imagine qu'à l'époque, quand ils ont construit la flèche, le gâcheur devait dire, tiens, on va travailler cette partie-là, qu'on a tel détail, il faut qu'on fasse attention. Donc c'était une maquette en 3D avant l'informatique qui servait aussi pour travailler. Alors, moi, je tiens à souligner en attendant, ce qui nous a permis d'aller dans le détail aussi, pour comprendre l'œuvre, c'est que nous, Patrick et moi, chez les Compagnons, on a appris l'art du trait de charpente, qui est reconnu comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Et si on avait entrepris tout de suite l'étude de ces charpentes avec un logiciel 3D, c'est comme l'IA à un moment donné. Ça a des avantages, mais ça a aussi des travers. C'est qu'à un moment donné, on devient un aliéné. Et donc, le fait... savoir-faire avant. Voilà. Donc là, si vous voulez, à un moment donné, quand on a vu la dextérité de ces charpentiers, comme l'expliquait Patrick tout à l'heure, ce qui se sont imposés au niveau de ces pièces de bois coniques, etc. Donc, moi, j'ai été amené à travailler au début parce qu'il fallait sortir les plans rapidement, le samedi, le dimanche et tout ça. Et je cherchais pourquoi les maîtres charpentiers avaient mis un point de raccordement à ce niveau-là et pas ailleurs, parce qu'il y a aussi une notion de culture du charpentier qui est nécessaire pour comprendre ces ouvrages. Et ça en reprenant exactement les mêmes procédés que les charpentiers de cette époque. Et un dimanche soir, à force de chercher, je ne comprenais pas. Et quand j'ai trouvé, j'ai dit, ah ça y est, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de me surveiller là-haut pour voir si j'avais bien compris ce qu'ils avaient fait il y a 150 ans. À l'époque. On a fini sur cette image? Oui. On va prendre la suivante. Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, on est encore sur les épures de la charpente Viollet-le-Duc. Oui, alors ça, c'est la charpente de la flèche de Viollet-le-Duc. Donc ça, c'était un travail de réception qui avait été demandé à 3 compagnons charpentiers de la maquette de Notre-Dame de Paris en 1970. Et on a aussi, on verra sur la diapo suivante, apposé ces plans-là. Et donc, on a aussi rencontré ces compagnons. Et c'était aussi émouvant parce qu'au-delà de l'ouvrage... Les compagnons sont toujours vivants. Oui. Au-delà de l'ouvrage, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il y a
il y a un échange et une rencontre. Et en fait, l'ouvrage, c'est presque un prétexte pour rassembler les gens aussi. Voilà, même l'au-delà, même ceux de... Oui. Un truc qui est rigolo, donc là, ici, il y a Landé Larcher. Et donc, ça a été mon patron quand j'étais au tout début. D'accord, quand vous étiez apprenti. Voilà, c'est ça, juste après l'apprentissage. Juste après l'apprentissage. Voilà, Christian Driot. Donc cette maquette, vous pouvez la voir, elle est dans le forum, elle trône au beau milieu de l'espace où vous déjeunez. Allons-y sur la suivante. Là, on voit que vous avez travaillé avec des outils contemporains. Oui, donc en fait, après avoir fait l'étude comparative sur site, comme on a expliqué avec Patrick tout à l'heure, on a intégré sur un plan tous les fonds de cul, comme on dit, autant les ortho-images qui avaient été faites que les épures de Georges Langevin, l'enfant du génie, le gâcheur, d'il y a 150 ans, et les épures des compagnons, de manière... On a repris toutes les épures d'il y a 150 ans de Bellu et de Georges, l'enfant du génie, pour voir s'il y avait des différences. Et en fait, il s'avère qu'entre les ortho-images, les épures de Bellu, les épures des compagnons, il n'y avait quasiment pas... C'est très impressionnant, c'était très précis quand même. C'était très précis. Vous avez réussi à les superposer en fait? Oui, on les a superposés. Vous avez pu comparer ce qui avait été fait. Pour être sûr de donner un dossier de consultation des entreprises le plus précis possible. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image 2 secondes? Vous vous êtes servi de ça vous a aidé, ça? Oui, aussi, parce que moi, on avait les nuages 2 points, donc ça permettait aussi d'avoir mon œil de charpentier. Puis, en fait, le gâcheur, moi, j'ai travaillé beaucoup en partenariat, forcément, avec les architectes et puis les autres corps d'État, mais beaucoup en amont avec les architectes. Ça, c'est vraiment, même comme à l'époque... Bellu avait travaillé avec l'architecte. Il faut qu'il y ait ce binôme architecte et gâcheur pour que ça fonctionne. C'est indispensable. C'est indispensable. En tout cas, oui. Donc on a déjà en fond une culture commune de compagnons et que ça facilite quand même beaucoup les choses. Entre l'enjeu de construire la cathédrale en 5 ans, oui, le fait qu'on ait beaucoup de points communs, ça a facilité la reconstruction de la flèche, c'est sûr. On y va sur l'image suivante. Alors là, c'est une épure? Non. En fait, ça, c'est, si vous voulez, quand on s'est rendu compte de la complexité de la flèche, on a demandé à ce qu'il y ait un exercice qui soit demandé aux entreprises qui souhaitaient candidater. Donc, on a pris une petite partie de la flèche représentative de sa complexité. Donc là, c'est une partie du tabouret à l'échelle 1,5 et avec un cahier des charges très précis, de manière, comme un petit examen, mais je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Ça permettait à l'entreprise aussi de se familiariser de se mettre en jambe et puis de comprendre au travers de cet exercice la réelle complexité de la flèche dans son ensemble. Il faut savoir que cette partie-là, c'est une partie très très complexe du chantier. C'est les racines, comme j'aime bien dire, c'est comparé. C'est un peu les racines de la flèche, donc c'est le tabouret. Hein. C'est là où tout s'appuie, donc il faut que ce soit le plus parfait possible. On a fini sur cette image. On va sur la... Ça nous a permis aussi d'évaluer alors les 2 entreprises. D'évaluer les entreprises. Oui, oui. Donc elles étaient que 2. Il n'y avait pas grand-chose. Enfin, c'était très serré dans les notations. Donc on a eu la chance, en tout cas pour Notre-Dame et pour la Flèche, d'avoir d'excellentes entreprises. On va voir l'image suivante. Racontez-nous de quoi il s'agit. Dites-nous de quoi il s'agit. Ça, en fait, à un moment donné, moi, en tant que charpentier, j'ai demandé, enfin, architecte du patrimoine, mais j'ai demandé à ce qu'on fasse un gabarit enveloppe. C'est-à-dire, comme il y avait plusieurs entreprises qui allaient travailler sur cet ensemble de charpentes, la flèche qui est au milieu, qui est le tuteur autour de laquelle viennent se greffer les charpentes du transept, celles du chœur et celles de la nef, et puis que ces charpentes-là doivent se raccorder sur les pignons des tailleurs de pierre. Moi, j'ai demandé à l'équipe, aux architectes en chef, c'était une nécessité de faire ce gabarit enveloppe pour être sûr que chaque entreprise qui travaille dans son coin, quand elle vient pour assembler sa charpente, eh bien que ça corresponde. Sinon, là... Oui. Ça, c'est vraiment la partie qui a été presque la plus difficile. Parce que quand on a fait la prise de côte et tout ça, vous avez bien vu qu'il y avait encore le parapluie qui était à l'horizontale. Qu'est-ce que le parapluie? Le parapluie, c'est un toit provisoire qui protège la construction, donc pour éviter que l'eau rentre dans la cathédrale. Et donc il y avait le parapluie qui gênait tout ça, les pierres qui étaient éclatées par l'incendie, les pignons qui étaient protégés avec des blindages en bois, des filets, des bâches. Ça, c'est vraiment été la partie très compliquée. Très complexe.
Alors, vous voyez, ça a été souvent assez compliqué pour moi de faire comprendre certaines choses dans mon équipe d'architectes. Parce qu'au départ, quand on a essayé d'expliquer cette nécessité, donc Rémi Fromont l'a très bien compris, mais il y a des personnes qui n'y voyaient pas du tout l'intérêt. Qui est Rémi Fromont? Rémi Fromont, c'est l'architecte en chef des monuments historiques qui s'est occupé principalement des charpentes et de la couverture, qui est venu en équipe complémentaire avec Pascal Prunet aux côtés de Philippe Villeneuve. On va voir l'image suivante. Donc voilà, ça c'est juste pour montrer un petit peu. Et comme l'a dit Patrick, si ça avait été compris dès le départ, ça aurait été plus simple. Mais entre-temps, il y a des choses qui ont été posées sur les murs. Donc ça a mis beaucoup de temps. Et puis après, il a fallu trouver des compromis en fonction des murs qui n'étaient pas de niveau, des pignons qui n'étaient pas tout à fait réguliers. Donc il y a eu des arbitrages qui n'étaient pas évidents. Ouais, parce qu'il faut savoir que la cathédrale, elle n'est pas de niveau, elle n'est pas droite, elle est... Comment ça, les anciens n'avaient pas fait c'est que ça a dû se déformer par le temps. Assez, non, mais... Donc rien n'est droit, donc il a fallu composer, rien n'est parallèle. Il vous a demandé d'ajuster à chaque fois. Voilà, il n'y a vraiment que la flèche qui a une géométrie parfaite. Oui. Voilà. Donc, ça. Mais en attendant, là, c'est là où on rappelle l'intérêt de l'épure. Parce que quand on a toutes ces irrégularités, il faut les maîtriser, les connaître. Et c'est sur la base de toutes ces irrégularités qu'on va dessiner cette charpente en atelier de manière à ce que quand on arrive sur le chantier, ça corresponde pile poil sans retouche. Si je comprends bien, c'est pas seulement la charpente, c'est aussi tout ce qu'il y a autour et sur ce sur quoi vous allez vous appuyer et reposer cette charpente. Bah oui, parce qu'il a fallu faire un relevé précis. Parce que par exemple, comme je vous disais il y a quelques minutes, la maçonnerie, les pierres avaient éclaté, donc il a fallu changer toutes ces pierres. Il a fallu que les tailleurs de pierre remettent exactement les pierres au même endroit avec le faux niveau et tout ça. Donc on a eu vraiment de la chance d'avoir des gens qui étaient très professionnels. Donc on n'a pas eu de problème là-dessus. Parce que quand il y a un bon relevé, des bonnes entreprises et des bons chefs d'équipe et toute une bonne équipe, tout fonctionne. Enfin bon, moi je mettrais quand même un petit bémol. C'est que nous, comme on pratique l'art du trait de charpente sur ses bases et pas tout de suite. On travaille aussi en 3D, mais la partie des tailleurs de pierre, ils étaient plus à travailler essentiellement en 3D. Ils ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'on leur donnait comme information. Oui. Et c'est ça le travers. Il a fallu réapprendre peut-être à travailler ensemble c'était compliqué. Un petit peu parce que il y a longtemps qu'on n'avait pas monté une charpente comme celle-ci. Oui, mais pour nous, la charpente, elle est très complexe, mais pour nous, c'est une épure. Bon, ça reste toujours une épure, c'est complexe, mais je dirais presque on fait simplement notre métier. Bon, là, par contre, là, c'est très complexe parce que par la taille, par la complexité des assemblages, mais pour quelqu'un de professionnel, de bon professionnel, on sait faire. Pour nous, il n'y a pas de problème, on sait faire. Image suivante. Alors ça, c'est des épures que j'ai fait, donc à la demande des architectes, donc elles ont été faites sur un logiciel comme sur une table à dessin, donc on pourrait le reproduire sur une table à dessin. Donc là, effectivement, vous voyez un tas d'encre. Ici, il y a à peu près 80 calques les uns posés sur les autres. Ça permet de voir que tout est cohérent et donc on peut enlever des calques et garder que ce qui nous intéresse pour vérifier si c'est bon. Et donc ça, toutes mes épures ont été vérifiées par François. Pour moi, ça a été quand même un bon soulagement parce qu'on est sûr de vérifier, qu'on est deux, de vérifier que c'est bon. De bien regarder. Parce que pour moi, c'est du chinois, là. Oui, non, mais on a fait exprès de superposer tout ça parce que si vous voulez, même nous, si on attaque d'entrée de jeu l'épure avec tous ces traits, on n'y comprendrait pas grand-chose, on n'y arriverait de toute façon pas. Donc nous, on avait notre fond de cul d'épure. Et ensuite, en aller-retour avec Patrick Joigne qui maîtrise aussi l'épure. Donc c'est un langage qu'on avait en commun côté entreprise et côté équipe d'architectes. Et vous voyez, à un moment donné, on avait les traits en blanc qu'on essayait de faire correspondre et de voir si l'un ou l'autre s'était trompé, parce c'était encore temps de venir corriger si on s'était trompé dans l'interprétation de l'épure. Là, on n'a pas encore taillé un morceau de bois. Ah non. Le charpentier, en général, il finit ses épures... Et quand c'est fini, il commence à tailler des pièces de bois. Image suivante. Donc là, on voit l'escalier qui a été fait. Là, donc ça, c'est sûr. Là, on n'est plus sur le... Oui, mais on parle d'épure quand même. Oui, on parle Ah bon? Ah bah oui. Donc ça, c'est surtout les architectes qui ont travaillé sur ces plans-là, qui ont fait toute la préétude
pour mâcher le travail, parce qu'en fait, il faut que le charpentier ait quand même une base de ce que veut l'architecte, hein, parce que c'est l'architecte qui donne les grandes lignes, et après, c'est au charpentier de se débrouiller pour faire les épures qui vont permettre de tailler les pièces de bois. Est-ce que là, vous avez travaillé de la même manière? Vous avez retrouvé les épures anciennes? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez, entre guillemets, inventé? Non, mais là, il n'y avait pas forcément d'épures à proprement parler. Là, on avait en tout cas des scans. On avait les visites qu'on avait fait à Sainte-Croix d'Orléans, parce qu'il y avait un escalier en colimaçon pareil. Mais si on passe devant cet escalier en colimaçon, juste comme ça en passant, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est simple. C'est un escalier en colimaçon. Voilà. Alors que cet escalier a la particularité d'avoir un diamètre à peu près d'1,30 m en haut et à peine 1,30 m en bas et à peine 1 mètre en haut, et qui devait trouver sa place dans chaque pièce de charpente. Donc il est conique et incliné. Vous avez 52 marches, il n'y en a aucune de pareille. En fait, c'est un vrai travail d'épure. Et là, on peut dire un grand bravo à l'entreprise d'Aubert-Labança et toutes les équipes, parce qu'il était super complexe. Il paraît simple, mais il est très complexe. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais c'est très complexe. Donc, d'où le besoin de faire l'épure. Hein. Sans épure, vous ne faites rien. C'est le mot de la fin ou pas? On avait encore une image? Alors, bravo. Et merci d'être venu nous expliquer, parce qu'on est, nous, des néophytes, on ne connaît pas ce travail que vous avez réalisé, et ce travail d'épure et l'importance, en fait, j'ai bien compris, de ce travail d'épure. On arrive à la fin de notre petit échange. Je vais vous demander tous les deux une petite conclusion, un petit sur le travail accompli, sur le besoin de faire des épures. J'ai quand même envie de savoir un petit peu comment vous travaillez après sur la taille. Ah bah, la taille, on travaille de manière traditionnelle. Donc là, on a tracé toutes les pièces comme au 19e siècle, hein, avec des outils. Un outil principal, c'est le fil à plomb, hein, qui lui, c'est vraiment qui permet de positionner les pièces de bois par rapport à l'épure. Et après, le fil à plomb, on adapte le tracé de la pièce d'en dessous avec celle du dessus et vice-versa, voilà, pour avoir un assemblage complètement cohérent et parfait. Pas de charpentier sans épure? Ça n'existe pas. Votre mot de la fin, François? Nous, en tout cas, pour que le patrimoine matériel puisse continuer à se restaurer, il faut transmettre le patrimoine immatériel. Et que ces épures, comme on l'a dit tout à l'heure, entre cette maîtrise de l'épure des charpentiers de Bellu, nous aujourd'hui, si nous, à la limite, on avait perdu cette connaissance, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Hein. Voilà. Vous aviez, vous, acquis la connaissance des charpentiers de Bellu il y a 150 ans. Vous avez cette connaissance-là dans votre formation? Dans les principes de tracé. Mais si vous voulez, moi, je ne les connais pas. Et à force de travailler sur leurs épures, j'ai vu leur haut niveau d'exigence. Et j'ai l'impression, même s'ils sont plus là, d'avoir été très proche d'eux, parce que je me suis frotté aux exercices qu'ils nous ont donné à faire. Qui vous ont donné à faire. Écoutez, messieurs, merci. Merci et bravo. Merci de nous avoir fait comprendre ce qu'était une épure. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV, bien sûr, et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous.